Bien, il est 13 heures. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau Zoom auditeur, donc cette fois consacré à l'économie circulaire. Nous avons de la chance, nous avons deux animatrices aujourd'hui. Je vous laisse peut-être vous présenter, Anne et Mélodie. Oui, bonjour. Alors, je voulais ouvrir ma webcam pour montrer mon visage. Bonjour à tous. Du coup, voilà. Donc, moi, je suis Anne Benadi. Je travaille pour le groupe AFNOR, pour l'ensemble des entités du groupe. Je m'occupe donc de coordonner la stratégie de développement des différentes entités du groupe AFNOR sur le sujet de l'économie circulaire. Et donc, je travaille avec Mélodie Miranda. Mélodie, si tu es là. Oui, pardon, j'avais vu. Et donc, bonjour à tous, Mélodie Miranda. Moi, je suis responsable projet RSE économie circulaire et je m'occupe de développer pour le compte du groupe AFNOR et notamment pour AFNOR Certification, toutes les solutions d'évaluation et de certification qu'on propose en matière de développement durable. Donc, ça englobe pas mal de thématiques, notamment celle de l'économie circulaire. Voilà. Alors, si vous vous souvenez, à l'occasion du colloque 2019, nous avions déjà consacré une mini-conférence sur l'économie circulaire, avec Anne notamment qui était intervenue, ainsi que la chef de projet en normalisation qui est intervenue sur le sujet à l'époque. Et ça nous a semblé intéressant de refaire un point en 2020, peut-être pour remettre un peu tout le monde aussi au diapason sur ce qu'est l'économie circulaire, et puis déjà partager avec vous un certain nombre d'expériences. Et voilà, donc ce sera l'occasion. N'hésitez pas de poser vos questions. Donc j'en profite, utilisez bien le chat. Maintenant, on n'est pas tellement nombreux, donc n'hésitez pas aussi à lever la main, ce sera plus interactif de vous entendre. Si vous avez des choses à partager avec nous. Alors, Anne, c'est toi qui commences ? Oui, c'est toi. Je vais introduire la parole. On va juste couper nos webcams pour éviter de consommer trop de bandes passantes. Mais voilà, donc on reste là. Effectivement, n'hésitez pas, comme on est assez peu nombreux, n'hésitez pas à nous interrompre en levant la main ou en posant vos questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre en direct. Du coup, cette heure que nous avons devant nous, nous allons la consacrer d'abord à vous présenter quel est le concept d'économie circulaire, qu'est-ce que ça recouvre, comment ça se met en œuvre, et dans quel contexte pourquoi est-ce qu'on doit basculer à une économie plus circulaire. Ensuite, nous vous présenterons donc la norme XPX 3900 qui a été publiée il y a 2 ans sur ce sujet-là et qui passe maintenant à l'ISO. Nous présenterons également, donc Mélodie en particulier, les solutions qui sont proposées par le groupe en termes d'évaluation et donc avec un retour d'expérience de quelques entreprises déjà évaluées sur l'économie circulaire et sur l'éco-conception. Du coup, nous démarrons avec le concept de l'économie circulaire et puis quelques éléments de contexte. Effectivement, donc l'économie circulaire, elle se définit en opposition ou en contrepoint à l'économie linéaire, qui est le système économique dans lequel nous évoluons depuis la période industrielle. Et donc, ce schéma linéaire atteint ses limites. Effectivement, d'ici une trentaine d'années, la population mondiale aura augmenté de près de 2 milliards d'individus. Et puis, on anticipe qu'il y aura environ 3 milliards de personnes de plus dans les classes moyennes, donc celles qui consomment beaucoup de matières, beaucoup de ressources. Donc effectivement, parle aussi du jour du dépassement. Et il faudra bientôt, il faut déjà plus qu'une seule planète peut nous fournir en ressources pour répondre à nos besoins. Donc c'est pour ça qu'a émergé les concepts d'économie circulaire, qui donc se développent depuis plusieurs années. Il y a également une incitation de plus en plus forte par les pouvoirs publics, qu'il s'agisse au niveau national ou au niveau européen, à aller vers des démarches plus vertueuses, à découpler la croissance économique de la croissance de la consommation de matière. Donc effectivement, tous ces enjeux font que maintenant l'économie circulaire devient incontournable. Et
Elle est définie donc dans la norme XPX 39.1, mais cette définition était également proposée par l'ADEME préalablement. Donc, c'est un système économique qui vise à augmenter l'efficacité d'utilisation des ressources tout au long du cycle de vie des produits et des services, et à diminuer l'impact sur l'environnement, tout en développant le bien-être des individus. Donc, effectivement, il s'agit bien de s'assurer une utilisation optimale des ressources dont nous avons besoin pour nous développer, mais tout en respectant le bien-être des individus et en favorisant le développement humain. Ce modèle, effectivement, d'économie circulaire, il s'inspire des modèles en boucle des écosystèmes naturels, puisqu'effectivement, dans la nature, on ne trouve pas de déchets. Chaque organisme, chaque être vivant représente une ressource ou une énergie pour un autre être vivant. Donc, il n'y a pas de déchets ultimes comme ce que nous pouvons générer en économie linéaire. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on décline les actions d'économie circulaire? Il y a 7 domaines d'action qui ont été identifiés par l'ADEME, et qui sont repris dans la norme XPX 39.1 dont on va vous parler. Ces 7 domaines d'action, vous voyez, se répartissent en 3 grandes familles. La famille de l'offre des acteurs économiques, ensuite la famille du comportement des consommateurs, et enfin la gestion efficace des matières et des produits en fin de vie. Donc, on va aller un peu plus dans le détail de chacun de ces domaines d'action. Mais on le voit bien, effectivement, là, la finalité de l'économie circulaire, c'est bien de contribuer au développement durable. Et donc, il y a des notions d'enjeux sociétaux et d'enjeux environnementaux dans chacun de ces domaines d'action. Mélodie, je vais te laisser présenter le premier domaine d'action. Oui, un des tout premiers domaines d'action du coup qu'on peut activer quand on veut faire de l'économie circulaire, qu'on soit une entreprise ou une collectivité locale ou quelle que soit notre structure juridique, ça concerne l'amont de la chaîne de valeur et tout ce qui va être l'approvisionnement durable. Alors, dans l'approvisionnement durable, on parle d'une part de tout ce qui va être mode d'extraction, la manière dont on va extraire les matières premières de la terre, et ensuite tout ce qui est aussi stratégie et politique d'achat responsable qu'on peut déployer et mener au sein d'une entreprise. Donc, on définit l'approvisionnement durable, qui est le premier domaine d'action de l'économie circulaire, comme le mode d'exploitation, d'extraction des matières premières, dans l'objectif de tendre vers une exploitation efficace des ressources. L'objectif, c'est bien de limiter tous les déchets qu'on va pouvoir générer en phase d'extraction et de, autant que faire se peut, faire en sorte de laisser un espace, un écosystème non attaqué avec un impact environnemental limité sur l'environnement. Donc ça, c'est plutôt pour la partie extraction. Et ensuite, vous avez la partie achat responsable qui est un levier fort de déploiement de l'économie circulaire au sein d'une entreprise, puisque dans une politique d'achat responsable, on va essayer d'intégrer au-delà du simple facteur économique et du coût économique d'un produit, aussi ce qu'on appelle le coût global, à savoir tout ce que le produit qu'on va se procurer ou bien la prestation qu'on va fournir, on va la choisir en essayant de faire en sorte que le produit ou cette prestation limite ses impacts sur l'environnement, ses impacts sur la société, voire contribue positivement à ces domaines-là. Donc, on considère plus seulement simplement l'aspect économique dans une logique d'achat responsable, mais plutôt l'aspect coût global que peut avoir un produit, une prestation. Et il existe un outil normatif phare quand on veut déployer les achats responsables au sein d'une entreprise ou d'une collectivité. C'est l'ISO 20400, dont certains d'entre vous ont déjà peut-être entendu parler. C'est une norme de ligne directrice qui vient apporter un petit peu des préconisations, des recommandations à la fonction achat pour pouvoir faire des achats plus responsables. Donc cette norme, à l'image de l'ISO 26000, vient donner des préconisations d'actions à mener. Je passe au domaine d'action suivant. Il s'agit de l'éco-conception. Voilà. Donc, l'éco-conception, sans doute que vous en avez entendu parler, j'en suis persuadée. Il s'agit effectivement d'intégrer à chaque étape du cycle de vie, donc non pas uniquement à l'étape de fabrication, mais donc de prendre en compte les impacts environnementaux à chaque étape du cycle de vie du produit ou du service. Donc, effectivement, pour mener à bien des projets d'éco-conception, il y a différents outils qui sont disponibles.
comme les outils d'analyse du cycle de vie, mais également donc, des lignes directrices ISO 14006 pour intégrer l'éco-conception dans son système de management environnemental, l'ISO 14062 pour intégrer, donc ça c'est la norme chapeau pour l'éco-conception et qui est déclinée en France sous un format plus pragmatique qui est la NFX 30264 qui va être, il me semble, prochainement révisée. Donc, l'éco-conception, c'est un des domaines d'action les plus importants dès lors qu'on a une activité de conception, qu'il s'agisse de produits ou de services, parce que c'est à cette étape-là qu'on va pouvoir agir aussi sur les autres domaines d'action. Ouais, troisième domaine d'action de l'économie circulaire dont on a l'habitude de parler, c'est ce qu'on appelle l'écologie industrielle et territoriale. Donc, c'est un des domaines d'action les plus anciens, à l'image de l'éco-conception, quand on parle d'économie circulaire. C'est un domaine d'action qui a commencé à être théorisé et pour lequel on a commencé à déployer des méthodologies de quantification dès les années 80. Donc, c'est un des domaines d'action les plus connus. Néanmoins, ce n'est pas celui qui est forcément le plus utilisé aujourd'hui parce qu'il se heurte à des contraintes juridiques, des contraintes techniques, des contraintes réglementaires. Mais il est important de l'avoir en tête, que ce soit pour une entreprise, pour une collectivité. L'écologie industrielle et territoriale, autrement appelée symbiose industrielle dans le cadre de la norme qu'on va vous présenter, une norme de projet d'économie circulaire. L'écologie industrielle et territoriale vise à, en fait, essayer d'identifier tous les overlaps de flux qu'il peut y avoir entre plusieurs acteurs sur un territoire. Par exemple, si on fait le focus sur un parc d'activités, il peut y avoir une entreprise qui va générer un certain type de déchets dans une certaine quantité et l'entreprise voisine, après étude quanti-quali de ces déchets sortants de son autre entreprise, peut peut-être se dire, bah, tiens, pourquoi je ne pourrais pas essayer d'utiliser ces déchets comme une matière première pour intrants dans mes process. Voilà. Donc ça vaut pour les matières, mais ça vaut aussi pour les flux d'eau ou les flux d'énergie. Donc c'est toutes les synergies en fait qu'on peut développer, les symbioses qu'on peut créer et développer entre plusieurs acteurs économiques ou non économiques sur un territoire. Un autre exemple assez emblématique d'écologie industrielle et territoriale, c'est celui par exemple où vous avez un agriculteur qui va, à l'issue de sa production, avoir généré un certain nombre de déchets organiques qui vont eux-mêmes, via un processus de méthanisation, générer du biogaz. Et ce biogaz va pouvoir être réinjecté dans le circuit, dans les réseaux de distribution d'énergie de la ville voisine. Voilà, ça, vous avez ici un exemple de symbiose industrielle. Je laisse là. Oui. On passe à l'économie de la fonctionnalité, qui est un modèle économique effectivement d'approche client. Donc c'est dans l'économie de la fonctionnalité, on parle aussi parfois d'économie servicielle, c'est-à-dire que la possession du bien utilisé par son utilisateur reste aux mains du producteur. Enfin, je la fais un peu courte et simplifiée, mais effectivement, il s'agit de vendre, au lieu de vendre la propriété d'un bien, l'entreprise ou l'organisme va vendre l'usage du bien. Un exemple historique, c'est Michelin qui, dès les années 70, avait identifié que les poids lourds entretenaient mal leurs pneus et Michelin, ça lui coûtait très cher de fabriquer des nouveaux pneus puisque les ressources en caoutchouc étaient difficiles d'accès, éloignées. Et donc, ils ont mis en place un système de vente de kilomètres roulés. Et donc, tous les, je ne sais plus combien de dizaines de milliers de kilomètres roulés, le propriétaire du camion allait dans des agences Michelin pour se faire rechaper ses pneus ou les faire remplacer par des pneus déjà rechappés. Et donc, Michelin gardait la possession des pneus de telle sorte à pouvoir réutiliser le caoutchouc de ses pneus, à en garder la maîtrise et à pouvoir également les maintenir plus longtemps dans le système économique. Ça, c'est vraiment un exemple d'économie de la fonctionnalité qui a fonctionné très, très bien. Autre exemple, c'est Philips qui, dans l'aéroport d'Amsterdam,
ne vend plus les ampoules qui équipent l'aéroport, mais vend uniquement des heures d'éclairage. Et donc, il s'engage à fournir des heures d'éclairage, une lumière de bonne qualité, etc., à l'aéroport d'Amsterdam. Il reste propriétaire de tous les systèmes d'éclairage et du coup, il peut y ajouter de l'innovation, faire en sorte de moduler les niveaux de consommation de ces produits, innover également, injecter des nouveaux produits sur le système d'éclairage pour toujours consommer moins d'énergie. Et donc, c'est effectivement le bien en lui-même reste aux mains du concepteur ou du propriétaire du produit. Cette économie de la fonctionnalité, elle s'associe aussi souvent au terme de coopération, puisque ça fonctionne très bien lorsque l'usager, l'utilisateur, est impliqué dès le démarrage de la conception du produit, de telle sorte à ce que le produit réponde effectivement le mieux possible à son besoin. Je vois que M. Garenne dit « Je crois que la Tour Eiffel est aussi éclairée avec cette méthode ». Eh bien, je ne le savais pas, c'est possible, effectivement. C'est tout à fait possible. Ce sont des contrats de performance énergétique également qui peuvent couvrir ce type de modèle économique. Ensuite, nous allons à la consommation responsable. Alors, 5e domaine d'action de l'économie circulaire tel que défini par l'ADEME et repris par la norme, celui de la consommation responsable. Donc, la consommation responsable, ça se définit et ça se traduit pour l'acheteur, que l'acheteur soit un acteur économique ou vous et nous, un citoyen consommateur. La consommation responsable, cet acte de consommation responsable va se traduire par la prise en compte de tous les impacts de développement durable, impacts environnementaux, impacts sociaux et économiques dans notre acte d'achat. Ou d'usage d'un bien ou d'un service. Donc, par exemple, ça va se traduire par des modifications de pratiques de consommation. Est-ce que vous, au lieu d'acheter du neuf, vous n'allez pas pouvoir potentiellement préférer acheter des produits réemployés, des produits réparables ou des produits réutilisés? Ça implique aussi, cette consommation responsable, de sensibiliser les acheteurs, les prescripteurs et les utilisateurs sur les composantes environnementales, les bienfaits sociaux et toute la partie cycle de vie d'un produit. Voilà, parce qu'il faut pouvoir orienter du coup l'acte d'achat de manière éclairée, c'est-à-dire vous en tant que consommateur, si vous voulez avoir un acte d'achat qui contribue à une consommation plus responsable, il faut que vous soyez informé, que vous puissiez comparer un produit par rapport à un autre. Et enfin, la consommation responsable, ça se traduit aussi par des évolutions de mode d'achat. Donc ça rejoint un petit peu le premier point. Est-ce que, au lieu de préférer acheter du neuf, on ne va pas préférer orienter son acte d'achat vers de l'occasion, du reconditionné, ou bien aussi adapter sa façon de consommer? Est-ce que je ne consommerai pas plutôt de manière collaborative? Est-ce que je n'achèterai pas aussi de manière commune pour limiter certains frais, notamment logistiques? Et tout ce qui va aussi concerner l'économie du partage. L'emblème assez connu pour illustrer, enfin l'exemple assez connu pour illustrer la consommation responsable, c'est par exemple ce que propose d'ailleurs toujours Autolib, par exemple, ou les véhicules en partage dans les villes. Ça peut venir éclairer cette économie du partage. Ensuite, on arrive au 6e domaine d'action, donc l'allongement de la durée d'usage. Donc là, Mélodie a évoqué effectivement le fait d'acheter des produits réparables. Donc les 3 enjeux de l'allongement de la durée d'usage, c'est la réparabilité, c'est la réparation des produits. Second enjeu, c'est le réemploi, donc c'est le fait de modifier, de transformer un produit pour le remettre sur le marché, ou en tout cas de le remettre en état pour le remettre sur le marché. Et la réutilisation, qui est aussi plus connue sous le terme anglais de upcycling, où là, on va transformer complètement un produit et changer l'usage final du produit. Alors, je vais vous donner des exemples pour illustrer. Le réemploi, c'est par exemple lorsqu'on démonte un bâtiment, lorsqu'on déconstruit un bâtiment, on va reprendre par exemple des portes ou des systèmes d'alerte en l'état. On va juste les maintenir, donc s'assurer qu'ils fonctionnent toujours et les revendre pour le même usage. La réutilisation, ça va être par exemple des bâches PVC publicitaires qui vont être donc démontées en fin de campagne publicitaire et qui vont être réutilisées, donc upcyclées en produits du type sac à main, maroquinerie, etc., puisque c'est une matière plastique qui est très solide et très résistante, et donc on donne une seconde vie
ces produits par sa réutilisation. Et donc, juridiquement, la distinction entre le réemploi et la réutilisation, c'est le passage ou non du bien en fin de vie par le statut de déchet. Donc, la sortie du statut de déchet, c'est un enjeu juridique important également pour les acteurs du réemploi et du recyclage. Et dernier domaine d'action de l'économie circulaire. Alors, ce domaine d'action, parfois, quand on parle de gestion efficace des déchets ou des matières en fin de vie, on a souvent tendance à confondre ça avec l'économie circulaire. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se réclament être engagées dans des démarches d'économie circulaire alors qu'elles font que, entre guillemets, gérer efficacement leurs déchets. Théoriquement, si on applique vraiment à la lettre le concept de l'économie circulaire, on ne devrait pas arriver à ce dernier domaine d'action. Parce que l'ensemble des domaines d'action qu'on vous a présentés précédemment sont censés, via leur mise en application, via leur déploiement, éviter d'arriver à gérer des déchets. Vous avez vu, quand on a parlé d'éco-conception, quand on a parlé d'achat responsable, quand on a parlé d'économie de la fonctionnalité, la finalité de chacun de ces domaines d'action, c'était de réintroduire dans le boucle de production à l'infini la matière pour pas qu'elle se retrouve à un moment donné au statut de déchet. Donc théoriquement, on n'est pas censé arriver à ce domaine d'action. Néanmoins, dans une phase de transition et d'évolution des systèmes économiques, donc de l'économie linéaire à l'économie traditionnelle, il faut bien considérer le fait qu'à un moment donné, il va falloir gérer les déchets quand même. Et donc, dans ce domaine d'action de gestion efficace des matières en fin de vie, la théorie voudrait qu'en fait, on applique, et ça a été d'ailleurs légiféré dans le cadre d'une directive européenne aussi notamment, qu'on puisse appliquer une sorte de hiérarchisation de la façon dont on va gérer les déchets. Idéalement, il faut appliquer ce qu'on appelle des actions de prévention pour limiter la production de déchets. Ces actions de prévention, elles sont notamment par tous les domaines d'action qu'on a vus précédemment. Il faut aussi pouvoir, autant que faire se peut, réutiliser ou réemployer. Ça, on l'a vu, c'est carrément l'objet d'un domaine d'action à part entière que Anne vient de présenter. Il faut ensuite, idéalement, recycler, valoriser énergétiquement. Et si on ne peut pas réutiliser, réemployer, recycler, valoriser énergétiquement, alors incinérer pour récupérer éventuellement l'énergie via des systèmes de cogénération, etc. Ou, et ça, il faut absolument l'éviter, enfouir. Enfouir, ça doit vraiment devenir la dernière solution de gestion des déchets qu'on puisse appliquer. Et donc, l'objectif, c'est que, et ce qu'il faut retenir de ce dernier slide, c'est qu'on optimisera l'efficacité de la gestion des déchets ou des matières en fin de vie si on a bien appliqué auparavant l'ensemble des domaines d'action et notamment deux leviers clés, l'éco-conception des produits. Parce que quand on éco-conçoit les produits, on intègre dès la phase de conception tous les aspects post-consommation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire du produit une fois qu'il aura fini sa phase d'usage, comment on va le démonter, comment on va le réparer, comment on va le recycler, etc. Et il y a un deuxième levier à activer aussi pour limiter, optimiser la gestion des déchets, c'est toutes les phases de collecte, de démantèlement, de tri et de préparation des déchets et de matière pour faciliter en fait le travail des opérateurs de tri et les recycleurs. On entre maintenant dans le cœur du sujet, donc la norme de management de projet, système de management de projet d'économie circulaire. Donc, elle a un joli nom de code, XP X30901. C'est une norme qui a été publiée il y a maintenant 2 ans, en octobre 2018, après 8 mois de travail au sein de la commission X30M. Vous voyez, donc le X30 du nom de la norme, c'est le nom de la commission qui a produit ce document. Il y avait près de 50 participants représentatifs à la fois des institutions publiques, politiques, donc le ministère de la Transition écologique et solidaire, l'ADEME, également des instituts et des clubs d'acteurs comme ORE, l'INEC, qui est l'Institut national de l'économie circulaire, IEEFC, c'est l'Institut européen d'économie de la fonctionnalité et de la coopération, et également des acteurs privés qui se sont engagés, qui ont changé leur modèle économique ou qui sont des acteurs majeurs de certaines étapes de la boucle de l'économie circulaire. Donc vous voyez quelques noms ici, mais il y avait près d'une 50aine de participants qui ont contribué à construire ce document. Ce document est sorti parce que
il y avait déjà pléthore d'initiatives, beaucoup d'acteurs s'engageaient dans des démarches, mais il y avait besoin de cadrer, en fait, de définir qu'est-ce qui est de l'ordre de l'économie circulaire et qu'est-ce qui n'en est pas, et comment s'assurer que son action d'économie circulaire fait bien œuvre de développement durable et ne génère pas des effets rebonds qui pourraient être néfastes à l'environnement ou au niveau sociétal. Donc cette norme, c'est une norme française et elle a permis à la France, à l'AFNOR et aux membres de la commission de proposer le sujet au niveau international, au niveau ISO. Donc il y a un groupe de travail qui s'est monté il y a maintenant 1 an, qui s'appelle le TC 323 et qui travaille exclusivement sur le sujet de l'économie circulaire. Il y a eu un très fort engouement pour le sujet. Vous voyez, il y a 70 pays maintenant qui sont autour de la table et qui sont impliqués pour produire plusieurs documents qui vont permettre d'outiller les organisations pour qu'elles puissent basculer également de modèle et passer à l'économie circulaire. Vous voyez sur la droite de l'écran les 4 groupes de travail qui ont été mis en place. La France a le pilotage de 2 de ces groupes de travail. Donc le premier, où la norme de système de management est à l'étude, ainsi qu'une norme de terminologie, de principe, cadre. Et elle pilote également le dernier groupe de travail tout en bas, donc, qui travaille sur des sujets spécifiques que sont l'économie de la fonctionnalité, ainsi que le côté territorial, l'approche territoriale de l'économie circulaire. Les 2 autres groupes de travail, il y en a un qui est piloté par le Rwanda, c'est celui qui s'appelle Guide et Directives pour la mise en œuvre, donc qui travaille sur des outils typiques de formation, éducation, achat, modèles économiques. Et le 3e, donc le mesure de la circularité, qui travaille justement sur les outils d'évaluation de mesure de la circularité, et ce groupe de travail est piloté par les Pays-Bas. Ah oui, merci Mélodie. Donc, il y avait une question, mais Mélodie a répondu dans le chat. Hop. Du coup, là, le cœur de cette norme, je vais laisser le relais à Mélodie pour présenter ce que contient cette norme. Oui, merci Anne. Donc effectivement, vous qui êtes sûrement familier des normes de système de management type QSE, vous ne serez pas surpris de l'architecture de cette norme-là. C'est une norme, la norme XP X3901, c'est bien une norme de système de management. Donc, vous allez retrouver les mêmes items classiques que vous connaissez dans une norme de structure HLS. La petite différence, ce qui va distinguer cette norme d'une norme de système de management classique, c'est que dans cette norme économie circulaire, on va faire le focus sur le système de management de projet d'économie circulaire. Donc, une entreprise ou une collectivité, peu importe l'organisation, peut avoir plusieurs projets en interne à challenger à l'aune de la norme. Voilà. Donc, c'est une norme avec des items classiques. Je vais peut-être pas m'étaler plus parce que ce qui compte, c'est sûrement de vous présenter ce qui suit sur le slide qui suit. Je t'en prie, Mélodie. Alors, du coup, effectivement, si on fait le focus sur le chapitre 4 de la norme, qui est un petit peu le cœur du réacteur avec le chapitre 6, on le verra aussi juste après, la norme, la plus-value de cette norme comparativement à une norme de système de management, c'est qu'elle invite l'organisation qui utilise la norme à challenger un petit peu son projet d'économie circulaire à l'aune des 7 domaines d'action qu'on vient de vous présenter et des 3 dimensions du développement durable. Donc, dimension environnementale, dimension économique et dimension sociétale. Et l'objectif de cette norme, c'est de challenger un peu le projet d'économie circulaire de l'organisation à ces 7 domaines d'action et à ces 3 finalités du développement durable de manière simultanée. Donc, ça peut paraître un petit peu théorique, mais vous allez bien comprendre avec le slide d'après, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Non. Ah non. C'est encore après. Attends, après. Voilà, je la mets tout de suite. Voilà. Ouais, c'est mieux parce que l'idée du coup, c'est que vous puissiez bien comprendre la plus-value de la norme. La plus-value de la norme, elle réside dans ce qu'on appelle la matrice 3x7. Donc, ne prenez pas peur parce que c'est pas du tout compliqué. C'est même un apport méthodologique assez innovant, je trouve, en matière d'économie circulaire. Voilà, Anne passe sur la matrice 3x7. En fait, l'objectif de cette norme, c'est de proposer à toutes les organisations un outil méthodologique pour améliorer, pour initier, déployer et améliorer un projet d'économie circulaire.
Et au sens de la norme, un projet d'économie circulaire viable et performant doit contribuer à la fois aux 7 domaines d'action que vous voyez en haut du slide dans le rectangle bleu et aux 3 piliers du développement durable que vous avez sur les lignes vertes, environnement, économique et sociétal. Donc, grosso modo, ce qu'on demande aux organisations quand on les évalue, puisqu'on évalue, on y viendra juste après, mais on évalue les organisations sur la base de cette norme, c'est une prestation que propose AFNOR Certification, on va demander à l'entreprise de passer cette matrice 3x7 sous format Excel par exemple, c'est le format le plus basique, et de compléter chacune des 21 cases avec des exemples d'actions qui vont être déployées dans le cadre du projet d'économie circulaire. Et ça permet du coup aux porteurs de projet, à l'organisation, d'identifier les actions qu'il lui reste à mener dans le cadre de son projet pour vraiment faire en sorte que son projet soit un projet d'économie circulaire au sens de la norme, à savoir contribuer aux 7 domaines d'action, aux 3 piliers du développement durable. Et après, vous allez retrouver l'approche PDCA classique d'une norme de système de management, avec la partie plane dans les chapitres 6 et 7, la partie plutôt douce sur le chapitre 8, la partie check sur le chapitre 9, et enfin la partie amélioration du projet dans le temps dans le chapitre 10. Du coup, tu peux peut-être revenir sur le slide qui a juste avant. J'ajouterais juste un point également, c'est que le fait de remplir cette matrice 3x7, ça permet aussi à l'organisation d'identifier là où elle risque d'avoir des effets rebonds et de limiter les transferts d'impact négatifs en ne prenant pas en compte un impact sociétal ou un impact économique qui ne serait pas finalement pertinent pour son organisation et pour la finalité du projet, qui est quand même de basculer vers une économie circulaire. Du coup, il y a quand même quelque chose de phare qu'il faut également dire, et en lien avec le slide qu'on vient de vous présenter, c'est que cette norme, vous l'avez vu, par nature, du coup, est une norme de système de management, et donc, par nature également, l'évaluation économie circulaire qu'on va pouvoir faire auprès des organisations sur la base de cette norme peut parfaitement s'intégrer à un audit de système de management QSE, à un audit qualité, à un audit 45001 ou un audit 50001 ou un audit 14001. Ça s'intègre parfaitement à ce type d'audit. Et la plupart des entreprises ou des organisations qui sont intéressées et qui nous sollicitent pour cette évaluation économie circulaire, qu'on vous présente juste après, sont d'ailleurs, par ailleurs, déjà engagées dans des systèmes de management QSE. Donc, avoir déjà déployé un système de management QSE, c'est vraiment un terreau fertile pour mettre après aussi en application cette fameuse matrice 3x7. J'ajouterais aussi que quand on va auditer une entreprise, on a souvent, dans les processus de l'entreprise, on va pouvoir identifier les domaines d'action et donc on fait la liaison avec le système de management de l'entreprise. Il y a une question de Monsieur Garen. Alors, la norme ne l'a pas prévue. Je pense que ce serait peut-être pas AFNOR normalisation de faire ça, mais peut-être plutôt au CGDD qui gère le déploiement des ODD en France. Après, sinon, nous, on a la même chose, comme tu le sais, Yves, mais plutôt au niveau des correspondances qu'il y a entre les 17 ODD et l'ensemble des domaines d'action de l'ISO 26000. Mais si on se prête à l'exercice, c'est assez facile et possible de faire les liens entre ODD assez intuitivement, mais ça n'a pas fait l'objet vraiment de travaux normatifs. Est-ce qu'on peut préciser ODD, parce que je ne sais pas si tout le monde est aussi familier de… ODD, ça veut dire Objectifs de développement durable. Ils sont au nombre de 17 et en fait, les ODD, Objectifs de développement durable, constituent aujourd'hui à l'échelle internationale un grand référentiel de développement durable institutionnel parce que porté par les Nations Unies. Voilà, et ça fixe pour tous les acteurs du monde, que ce soit des acteurs économiques, étatiques, non économiques, ça fixe un cap à atteindre, un cap de développement durable à atteindre à horizon 2030. Merci. Et je crois qu'au niveau de l'ISO, ils associent l'économie circulaire en particulier avec l'un des ODD. Mais quand on voit les enjeux environnementaux et sociétaux qui sont dans la norme XPX 3900, on peut faire d'autres liaisons que seulement celui qui est lié à la raréfaction des ressources.
Du coup, oui, Mélodie, tu as vendu la mèche. Ouais, exactement. Donc, en fait, sur la base de cette norme, lorsque la norme a été publiée fin 2018, dès le lendemain de sa publication, il y a des entreprises qui nous ont sollicité côté AFNOR Certification pour savoir si la norme était certifiable et si c'était possible d'obtenir la certification. Alors, en l'état, la norme n'est pas vraiment certifiable, tout simplement parce qu'elle est expérimentale. Donc, comme Anne vous l'a expliqué, elle est en train d'être portée à l'échelle ISO. Au niveau de l'ISO, on décidera si on fera de cette norme une norme certifiable, comme c'est le cas sur les normes de système de management, ou une norme non certifiable, comme c'est le cas par exemple avec l'ISO 20000. Mais en attendant, il est quand même possible pour AFNOR Certification de réaliser des évaluations tiers indépendantes sur la base de cette norme. Et c'est ce qu'on propose avec la solution d'évaluation AFAC Économie Circulaire. Aujourd'hui, il y a 3 entreprises. Excuse-moi, Mélodie, je t'interromps juste parce que M. Guénou demande la norme s'applique à un projet, pourquoi pas un système de management? Alors, l'objectif de la commission de normalisation, parce que j'ai participé à cette commission de normalisation, quand on s'est accordé sur le scope de la norme, l'objectif de faire de cette norme une norme de système de management de projet et pas uniquement une norme de système de management tout court, c'était pour éviter les potentielles actions de greenwashing qui pouvaient être menées. Par exemple, je donne un exemple très concret. Je cible pas l'entreprise, mais c'est pour que vous compreniez l'exemple. Si demain, par exemple, Suez demande à être évalué sur la base de la norme, certifié sur la base de la norme, on ne pourra pas, enfin ça sera hyper compliqué à l'aune de ce qu'on vous a présenté avec la matrice, etc., de certifier l'ensemble des activités du groupe Suez. Le groupe Suez, c'est des activités dans l'eau, dans les déchets, dans le conseil, dans la conception d'infrastructures, etc. Donc c'est pour ça qu'on s'était dit initialement dans la commission de normalisation, il vaut mieux créer une norme de système de management de projet, quitte à ce qu'une entreprise demande à faire certifier plusieurs de ses projets. Un projet d'économie circulaire dans l'eau, un projet d'économie circulaire dans les déchets, un projet d'économie circulaire dans les infrastructures de traitement des eaux. Voilà. C'est pour ça qu'on a voulu aller sur le niveau de projet, système de management de projet. Et quelle différence, que j'y suis, entre ISO 26000 et XPX 3901. L'ISO 26000 est une norme qui définit ce qu'est la RSE et donne des lignes directrices. Donc, ce n'est pas une norme certifiable, il n'y a pas d'exigence dans l'ISO 26000. Dans la XPX 3901, vous avez un mix entre des exigences et des lignes directrices. C'est là la principale différence. Potentiellement demain, la future norme ISO économie circulaire qui est en train d'être rédigée sur la base de la matière française, XPX 3901, sera potentiellement certifiable parce que comporte des exigences, ce qui n'est pas le cas de l'ISO 26. Donc, Mélodie, qu'il y avait déjà 3 entreprises qui avaient bénéficié de l'évaluation AFAC Économie Circulaire. Tout à fait. Donc, vous avez à l'écran les fameuses 3 premières entreprises qu'on a évaluées sur la base de la norme avec AFAC Économie Circulaire. Donc, vous voyez bien ici qu'on a évalué non pas l'entreprise, c'est pas un langage de ma part, mais bien leur projet d'économie circulaire. Et si on commence par l'entreprise sous l'eau, vous voyez bien que ce sont 2 projets qu'on a évalués. Le premier projet qui a été passé à la loupe par les auditeurs, c'est celui de la production de bacs 100% recyclés et 100% recyclables. Il faut savoir que Soulo, c'est aujourd'hui le leader européen de fabrication des bacs de collecte de déchets pour les collectivités. Si vous allez dans votre jardin ou dans votre cour d'immeuble voir la marque de votre poubelle, vous verrez sûrement Soulo inscrit sur le couvercle. Soulo approvisionne la plupart des collectivités françaises en bacs poubelles de collecte, en bacs de collecte. Et il se trouve qu'ils se sont fixés comme objectif d'atteindre à horizon 2022, donc c'est assez proche, le fait que 100% des bacs qu'ils produisent soient recyclés, donc issus de matières plastiques recyclées et recyclables. Et leur deuxième projet, qui est très lié au premier, c'est qu'ils se sont fixés comme objectif à horizon 2025, je crois, d'intégrer au moins 60% de matières post-consommation dans le plastique recyclé utilisé pour la production des bacs. Et ce qui est, je ne sais pas si vous me suivez toujours bien, mais ce qui est extrêmement intéressant d'un point de vue économie circulaire, c'est que les 60% de matière post-consommation, grosso modo, c'est les déchets que génèrent les ménages. 60% de ces déchets-là, donc en gros, que l'entreprise Soulo s'est fixé comme objectif de collecter dans ses propres bacs produits la matière qui va lui servir à reproduire de nouveaux bacs, et que 60% de cette matière soit intégrée dans le plastique recyclé.
Deuxième projet, c'est celui d'Evergreen Garden Care. Evergreen Garden Care, c'est une entreprise franco-anglaise qui produit des ustensiles, des produits de jardin pour le soin de jardin. Et leur projet d'éco-conception, là, ça a été la conception et la fabrication de produits de jardinage domestiques, éco-conçus et circulaires. Donc, ils ont développé une gamme de produits de jardinage domestiques, donc pas à usage professionnel, plutôt à usage domestique, 100% circulaire. Et enfin, troisième exemple, Polyeco. Donc, Polyeco, c'est une entreprise française qui est basée à Lyon, qui est spécialisée dans la fabrication et la vente de tubes annelés double paroi en PEHD. Ces tubes annelés, ils servent principalement à faire passer notamment les réseaux électriques sous terre, c'est ce qui englobe les réseaux électriques. Et ils se sont fixés comme objectif, et c'est le cas, c'est avéré, c'est un projet qui roule, de produire des tubes et drains à parois structurées en 100% PEHD recyclés. Et ces entreprises-là se sont ont challengé chacun de leurs 4 projets là, à la matrice 3x7 qu'on vous a présentée. Et par ailleurs, il faut l'avoir en tête que ce sont des entreprises qui sont aussi déjà QSE, à part Evergreen qui est que QE. Mais ils ont déjà un système de management formalisé. Donc, si vous voulez, c'était un petit peu la cerise sur le gâteau, mais ça leur a facilité la tâche que d'avoir déjà un système de management formalisé pour aller jusqu'à leur système de management de projet. Et voilà, du coup, ça illustre bien du coup, la question de monsieur sur pourquoi c'était une norme de système de management de projet. C'est vraiment pour donner la possibilité aux entreprises de pouvoir valoriser plusieurs de leurs projets qui peuvent être parfois très distincts. Bon, là, il se trouve que dans le cas de Soulo, on est quand même sur des projets plus ou moins connexes. Néanmoins, si je reprends l'exemple de Suez, on peut avoir des projets d'économie circulaire qui soient complètement différents, qui portent sur des domaines d'activité, des secteurs d'activité complètement différents aussi. Pour venir un petit peu illustrer cette solution d'évaluation qu'on a développée sur la base de la norme, on a rédigé en partenariat avec l'Institut national de l'économie circulaire, qui est un des acteurs leaders du sujet de l'économie circulaire en France, un guide pour présenter le référentiel. Donc, le guide de l'évaluation AFAC économie circulaire. Je vous invite à le télécharger. Il est en téléchargement libre sur vos moteurs de recherche. Si vous tapez guide d'évaluation AFAC économie circulaire dans votre moteur de recherche, vous le trouverez. Et de toute façon, j'imagine qu'on vous enverra le support et je vous ai mis le lien hypertexte actif. Si vous cliquez sur l'image, vous pouvez directement accéder au lien de téléchargement. Et ce guide présente, en fait, passe en revue la norme XPX 3901, la décrypte et présente pour chacun des chapitres, chacune des exigences, ce qu'il convient de préparer pour l'entreprise qui souhaite se faire évaluer. Donc, comment elle peut structurer son système de management de projet, quelles questions l'auditeur va lui poser, quel mode de preuve elle peut formaliser, etc. C'est vraiment un outil pour se préparer à l'évaluation. Et un outil complémentaire, une autre solution qui s'appelle AFAC Éco-Conception. Donc AFAC Éco-Conception fait le focus sur le domaine d'action éco-conception de l'économie circulaire. Et AFAC Éco-Conception est un référentiel qui est pour le coup assez vieux maintenant. Enfin vieux, non, ça fait depuis 2012 qu'on le commercialise. On l'a actualisé en 2018 pour intégrer au référentiel un certain nombre de nouvelles évolutions normatives et réglementaires également, et techniques aussi. Et vous avez du coup ce référentiel qui permet de distinguer les entreprises qui sont engagées dans des démarches d'éco-conception de projets, de produits ou de services. Voilà. Donc là, on n'est pas sur l'éco-conception d'un produit, mais bien la démarche d'éco-conception. Et vous avez ici à l'écran les 4 entreprises qu'on a actuellement évaluées sur ce référentiel. Donc c'est vraiment l'entreprise et la démarche d'éco-conception de l'entreprise qu'on a évaluée et pas les produits qui sont commercialisés par l'entreprise. Il y a CVP qui est spécialisé dans la conception et la fabrication d'emballages plastiques. Pilote qui développe et commercialise tous les présentoirs et le mobilier commercial que vous pouvez retrouver dans les grandes surfaces ou dans les magasins. Senfa qui est spécialisé qui est un industriel de textile technique enduit, donc principalement pour les professionnels. Et Mediasys qui est spécialisé dans la fabrication de PLV éphémères et permanentes. Donc PLV, c'est je ne sais plus exactement ce que veut dire l'acronyme, mais c'est les points locaux de vente. C'est en fait tout ce que vous avez, par exemple, en tête de gondole
de rayon dans un marché pour faire la pub, la promo d'un produit spécifique. Ce sont des présentoirs éphémères, voilà, souvent en carton ou en papier qui sont fabriqués. Promotion sur le lieu de vente, voilà. Et vous avez, de la même manière qu'on a un guide pour AFAC Économie Circulaire, vous avez également un guide pour AFAC Éco-Conception qui passe en revue les 25 critères du référentiel et qui explique pour chacun de ces critères ce qu'on attend de l'entreprise, de l'organisation, les questions qui lui seront posées pendant l'audit et les modes de preuve qu'elle peut formaliser pour se préparer au mieux à l'audit. Donc, c'est vraiment structurant pour elle, pour sa démarche d'éco-conception. Et encore une fois, c'est vraiment un outil de préparation à l'évaluation. Et j'ajouterais sur le sujet de l'éco-conception que c'est effectivement un sujet qui existe, c'est une prestation qu'on a depuis longtemps. L'éco-conception, ça ne date pas d'hier. En revanche, là, cette année, donc en février, a été promulguée la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire et qui a formalisé l'introduction du terme d'éco-conception dans le Code de l'environnement. Et alors la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, elle compte 130 articles, donc elle balaye vraiment beaucoup de sujets. Il y a des choses qui vont être contraignantes, d'autres plutôt incitatives. Mais en tout cas, le législateur commence à prendre en compte les démarches d'éco-conception des entreprises. Par exemple, ils vont faire en sorte de moduler les éco-contributions des metteurs sur le marché en fonction de l'éco-conception réelle avérée de leurs produits ou pas. Et donc l'éco-conception va prendre encore plus d'ampleur que ça n'a déjà été le cas jusqu'ici. Je vais terminer sur les autres solutions qui sont proposées par le groupe AFNOR, qui vont vous permettre effectivement d'informer vos clients en lien, qui s'intéressent à cette thématique, notamment donc, en termes de normalisation. La norme XPX 3901 est ouverte à expérimentation. Donc il s'agira par exemple de créer des plateformes d'expérimentation soit sur un territoire, soit dans un secteur d'activité donné pour faire en sorte de faire partager les connaissances, faire monter en compétence les acteurs d'un secteur donné. Certains aussi souhaitent et peuvent participer à la commission de normalisation. Actuellement, donc, il y a des discussions en cours au niveau ISO et donc c'est le moment vraiment le plus propice pour rejoindre une commission de normalisation et aller influer sur les discussions au niveau international et définir quelles seront les normes de demain. On a parlé, vous voyez en bas, des évaluations AFAC Économie Circulaire et AFAC Éco-Conception. Vous avez aussi la possibilité de partager auprès de vos clients un témoignage. Donc, il y a 6 entreprises qui ont participé à la commission de normalisation et qui ont témoigné de l'usage qu'ils font de la norme XPX 3901 avec des exemples de matrices 3x7, des ouvrages. Alors, l'ouvrage Économie circulaire, le sans question Économie circulaire, va être réédité, réactualisé puisque cette version actuellement disponible date de 2016 et donc ne tient pas compte des dernières évolutions normatives. Et puis, il y a également toute une offre de formation et d'accompagnement proposée par AFNOR Compétences, qu'il s'agisse du sujet spécifique de l'éco-conception avec ses outils type analyse du cycle de vie. Et très prochainement, il y aura une formation diplômante sur le métier de chargé de mission économie circulaire qui sera disponible. Il y a une question sur le calendrier de la sortie de la norme ISO. Alors, ouais, en fait, il y a donc plusieurs normes qui vont être publiées et leur calendrier, je crois, c'est pour 2022. Donc, ils se réunissent là en janvier. Alors, ça devait être à Tokyo, mais là, vu le contexte Covid, peut-être que ça va être plutôt en visio pour que chaque groupe de travail partage l'avancement de ses travaux et continue chacun sur ces sujets. Et l'idée, c'est effectivement que les premiers documents normatifs sortent en 2022. Donc, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire sur le sujet de l'économie circulaire? Vous le voyez, donc on a des prestations qui sont prêtes. On a encore assez peu de demandes, donc on n'a pas forcément besoin de qualifier de nouveaux auditeurs sur le sujet spécifique de AFAC Économie Circulaire et de AFAC Éco-Conception. Néanmoins, si vous avez déjà des compétences sur l'un ou l'autre des domaines d'action qu'on vous a présentés, n'hésitez pas à le renseigner dans l'outil source, puisque lorsque
lorsque se présenteront des appels à projets, des appels d'offres, etc., et lorsqu'on va rechercher des compétences spécifiques pour accompagner nos clients, eh bien, on pourra vous retrouver plus facilement grâce à l'outil source. Et plus généralement, pour répondre à votre question, les profils qu'on recherche pour être auditeur en économie circulaire, c'est vraiment d'avoir une compétence technique et une expertise métier des 7 domaines d'action de l'économie circulaire. Donc, vous allez me dire, ouais, vous recherchez un petit peu le mouton à 5 pattes, mais c'est vrai que pour pouvoir auditer des entreprises et leurs projets d'économie circulaire, il faut aussi bien être calé sur tout ce qui concerne les achats responsables, mais aussi sur comment on éco-conçoit un produit, quelles sont les stratégies d'économie de la fonctionnalité, comment déployer des boucles d'économie circulaire sur son territoire avec les projets industriels, tout ce qui va constituer aussi, considérer la gestion des déchets, tout ce qui est consommation responsable. Vous voyez, donc ça implique d'avoir des compétences sur l'ensemble de cette domaine d'action et pas uniquement sur un ou deux de ceux-là. Donc on en est vraiment au stade où il s'agit de promouvoir en fait l'économie circulaire, éventuellement accompagner en tant que consultant des clients pour susciter le besoin, c'est sûr, et puis développer des compétences en fait en tant que futur auditeur. Exactement. En fait, aujourd'hui, les entreprises, on parle beaucoup d'économie circulaire parce que les médias se sont emparés du sujet, parce que c'est un concept un petit peu sexy qui pourrait de toute façon être une solution alternative à nos modes de production traditionnels. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises ne se sont pas encore vraiment appropriées opérationnellement le concept. Ça concerne simplement des leaders ou des pionniers qui sont encore peu nombreux. Donc, on a vraiment effectivement un objectif de sensibilisation du plus grand nombre pour expliquer ce que c'est et comment ça peut s'intégrer facilement dans des process au quotidien. Et justement, en préparant donc ce Zoom, vous me disiez qu'en étant auditeur, alors parce que là, on a avec nous des profils assez variés, donc des profils d'auditeurs plutôt industriels, d'autres très services. C'était de se dire, mais comment finalement, à chacun de leur niveau, en tant qu'auditeur mais aussi consultant, ils pouvaient faire appréhender le gap en fait à franchir à leurs clients pour atteindre les objectifs. Et vous disiez que ce gap finalement il est pas si difficile à combler. Oui, c'est ça. En fait, comme on disait tout à l'heure, quand je vous ai présenté le slide notamment sur l'architecture de la norme et quand on est rentré un petit peu en détail sur sa force méthodologique, son apport méthodologique avec la matrice 3x7, vous avez vu qu'une entreprise qui est déjà système de management, qui a déjà un système de management, qui soit qualité ou qui soit QS ou QSE encore mieux, la marche à franchir pour être également économie circulaire, en fait, il est très simple. Il va juste falloir capitaliser sur son système de management déjà en place et en plus, bien pouvoir définir, déterminer son projet d'économie circulaire. Une fois qu'on a bien défini son projet d'économie circulaire au sein d'une entreprise ou d'une organisation, c'est du coup quel scope, quel périmètre de déploiement d'action ce projet d'économie circulaire a et comment chacune de ces actions vont s'intégrer dans mon système de management en place. Donc, vous voyez, la marche à franchir est quand même faite pour certaines entreprises qui sont déjà engagées dans des actions d'économie circulaire, ont déjà des projets qui courent et ont déjà un système de management. Donc ça, c'était les dénominateurs communs des entreprises que tu citais qui ont déjà mené des... Tout à fait. Elles étaient toutes déjà, elles avaient déjà tout un système de management. Alors certaines étaient QSE, d'autres simplement 9001. Mais c'est vrai qu'elles avaient déjà toutes formalisé du coup en interne un système de management, ce qui est quand même déjà beaucoup. Et du coup, ce qu'elles ont dû faire en plus pour aller pour être éligibles, on va dire, à l'évaluation à Fac Économie Circulaire sur base de normes, c'est d'avoir défini de manière très précise un projet d'économie circulaire, d'avoir complété la matrice 3x7 qui permet à l'organisation d'identifier les trous dans la raquette en fait, qui restent dans le projet d'économie circulaire. Est-ce que voilà, mon projet d'économie circulaire, il contribue bien à tous les domaines d'action ou est-ce qu'il contribue à 90% juste au domaine d'action achat responsable? Auquel cas, si c'est le cas, c'est peut-être pas la solution à Fac Économie Circulaire qu'il faut, mais plutôt un signe de reconnaissance sur les achats responsables. Ou alors, si je me rends compte de ça et que je veux faire vraiment de mon projet un projet d'économie circulaire, c'est quelles actions je mène et à quelle priorité sur les autres domaines d'action identifiés. D'accord.
Et pour cerner quel type de projet on peut mener sur l'économie circulaire, il y a déjà il y a le guide d'évaluation avec quelques témoignages. Il y a aussi donc 6 utilisateurs de la norme, 6 concepteurs de la norme qui font des retours d'expérience et qui partagent quel type de projet elles ont soumis à la moulinette de cette norme. Et on voit qu'il y a des projets qui peuvent être de très grande envergure, du type modifier complètement ma stratégie business. C'est le cas de Target qui a complètement refondé sa vision de fournisseur de revêtement de sol. Ou alors, ça peut être des projets qui vont être de moindre envergure dans une entreprise telle que Suez, que Mélodie a cité. Ça va être un projet sur un site donné, mais qu'elle va mener en activant vraiment les 7 domaines d'action sur le projet et qui, du coup, va être une vitrine pour emmener ensuite le reste de l'organisation, encourager le reste de l'organisation à prendre le pas, démontrer aussi la viabilité économique, parce qu'il y a quand même un enjeu toujours économique à basculer, à changer de modèle économique. Donc, démontrer la viabilité sur un premier projet avant d'essaimer sur d'autres projets, d'autres produits et sur la stratégie globale d'entreprise. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement ou des commentaires? N'hésitez pas d'ailleurs à ouvrir votre micro, hein, franchement, c'est tout à fait gérable. Là. Oui. Alors. Notre présentation a été limpide. Oui, alors ça on peut le dire déjà, c'est évident. Ce qu'on peut compléter aussi, c'est bien préciser, comme vous l'avez évoqué, que la présentation déjà est enregistrée. Donc, c'est l'opportunité aussi de la réécouter et évidemment, on va en faire la promotion auprès de l'ensemble du réseau des auditeurs. Et puis, dans la présentation, donc, il y a tous les liens, comme vous évoquiez, vers les documents. Oui. Donc, il ne faudra pas hésiter à aller télécharger une information. Et puis voilà, ce que je voulais dire, vous restez disponible, bien sûr. Mélodie et Anne, s'il y avait ultérieurement des questionnements, quand même des échanges un peu plus concrets sur des organisations peut-être prêtes à se lancer. Ouais. Sur le dernier slide, je crois qu'il y a nos coordonnées mail, donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions, des commentaires, des réactions. A posteriori, il n'y a pas de souci. Avec plaisir, nous sommes preneuses de vos retours, de vos remontées aussi sur ce que vous constatez chez vos clients et chez nos clients. Et voilà, comment est-ce que vous percevez ce sujet auprès de vos clients? Bon, je retiens qu'on est tous promoteurs. Hein. Donc, il faut y aller, quoi. En tout cas, vraiment, encore une fois, un grand merci. C'est vraiment extrêmement intéressant et votre duo est extrêmement clair. Donc, on va s'empresser de partager tout ça très vite sur l'espace auditeur. Et puis j'espère qu'on pourra convenir aussi d'un nouveau point d'étape en 2021, qui sait, avec d'autres expériences fructueuses sur le sujet. Et puis, on va suivre avec attention, évidemment, les travaux de l'ISO. Oui, voilà, un point d'étape régulier, oui. Bon, ça marche, très bien. Écoutez, merci encore. Bon merci à vous. Bon week-end, bonne fin de journée à tous. Pareillement, très bonne fin de journée et excellent week-end. Au revoir.